Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi, nous commentons avec vous l'actualité. L'actualité, évidemment, c'est ce qui s'est passé hier aux États-Unis, l'invasion du Capitole par des supporters de Donald Trump. Que signifie cette résistance? On a parlé de démocratie en danger. On va revenir sur ces événements hier. Ce matin, Donald Trump a reconnu qu'il avait perdu et il a assuré que la transition se ferait dans le calme. On va évidemment en discuter avec vous, en débattre. 0826 300 300. On va parler évidemment de la vaccination. Tous ces médecins qui se sont fait vacciner, est-ce que les membres du gouvernement doivent se faire vacciner eux aussi? Est-ce que l'exemplarité peut encourager ceux qui sont réticents à se faire vacciner? Et puis Jean Castex doit s'exprimer ce soir. Que faut-il en attendre? Éric Revel, bonjour. Vous êtes éditorialiste, directeur de la chaîne Azur TV. Bonjour. Ah oui, je ne vous ai pas entendu. Aurélien Véron, conseiller de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris. Bonjour à vous. Arnaud Benedetti, bonjour. Professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique. Vous êtes également rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire et vous avez publié Le progrès est-il dangereux chez Humain Science. Bonjour. Et Jérôme Ripoul, directeur associé de l'agence Comfluence et coprésident d'Opinion Valley. Donc peut-être qu'on va commencer avec les États-Unis. C'est quand même l'actualité. Vous avez entendu tout à l'heure dans le zapping de Gilles les différentes interventions qu'il y a eu. Comment vous comprenez ce qui s'est passé? On a traité Trump de pompier pyromane. Il a effectivement chauffé à blanc ses supporters. Il y a beaucoup de questions ce matin. C'est comment ces gens ont pu rentrer aussi facilement dans le Capitole? Qui étaient-ils? De quoi sont-ils le symbole? Beaucoup de supporters de Trump rappellent qu'il y avait eu une manifestation au moment de l'élection de Donald Trump des démocrates. Jérôme Ripoul. C'est un coup de tonnerre dans la démocratie américaine et dans les démocraties. C'est du jamais vu. L'invasion d'une assemblée, c'est quand même exceptionnel. Le Congrès était inviolé. Là, on voit des gens qui ont... Je ne sais pas si vous avez vu les images de dévastation du bureau de Nancy Pelosi, qui apparemment a été vidé de ses contenus informatiques. Il faut juste dire qu'il y a eu 4 morts quand même. Et qu'il y a eu 4 morts, contrairement à l'information qui a circulé jusqu'à ce matin, où il n'y avait qu'une femme, ce qui était déjà en soi dramatique. Et c'est un coup de tonnerre, pourquoi? Parce que là, d'un seul, Donald Trump risque de devenir véritablement l'ennemi public numéro 1 de la démocratie américaine. Et que le capital qu'il avait accumulé pour reprendre la main sur le Parti républicain vient me semble-t-il, de s'effondrer en quelques heures. Et puis surtout, alors, ça a un avantage, c'est que ça va resserrer la démocratie américaine et que les vrais démocrates, et j'entends démocrates au sens de ceux qui soutiennent la démocratie, vont sortir du bois. Mais quel coup de tonnerre, quel événement dramatique et incroyable. Éric Revel. Oui, moi je partage tout à fait. Juste sur votre question, Valérie, pourquoi est-ce qu'ils ont pénétré aussi facilement? Il faut savoir quand même que le Capitole, c'est un sanctuaire très symbolique pour tous les Américains. Absolument. Donc je pense qu'un sanctuaire, par définition, on ne le viole pas. Donc je pense que les forces de l'ordre n'étaient pas forcément en masse non plus là au moment des intrusions, parce que précisément, pour la plupart des Américains, pour la grande majorité des Américains, c'est impensable de pénétrer par la force dans le Capitole, qui est le sanctuaire de la démocratie, le symbole de la démocratie. Oui, d'accord et pas d'accord, parce que quand il y a eu Black Lives Matter, il y avait des masses de policiers, on a revu des images, qui étaient là pour protéger le Capitole. Donc il y avait eu une anticipation à ce moment-là. Oui, mais alors, moi, malheureusement, je rajouterais une couche sur Trump, et je ne tire pas sur l'ambulance. Mais Trump, voyant ce qui se passait après sa déclaration devant la Maison-Blanche, où il a chauffé à blanc les supporters les plus extrémistes de son camp, il aurait dû lui-même, en tant que président des États-Unis, appeler les forces de l'ordre pour protéger le Capitole. C'est tout à fait effrayant. Et moi, je vais vous dire une petite chose, c'est que je partage le point de vue de votre invité précédemment, c'est-à-dire que Trump, il avait un bon bilan. Il avait un bon bilan économique, il n'avait pas guerroyé sur la planète, et là il est en train de tout perdre le capital qu'il avait. Il perd la Maison-Blanche, il perd la Chambre des représentants, il perd le Sénat, on l'a vu hier, et il le doit aussi sans doute à son discours ultra-extrémiste d'avoir perdu la Géorgie, parce qu'il faut le faire, de perdre la Géorgie, même si Carter était démocrate, était géorgien. Et puis je rajouterais, parce que je l'ai vu, mais je partage, il perd en même temps depuis hier soir, il perd la raison, et il perd historiquement ce qu'il avait essayé de mettre en place. C'est-à-dire que Trump, depuis hier soir, à mon sens, a tout perdu.
Oui, Arnaud Benedetti. Oui, je partage ce qui vient d'être dit de part et d'autre, c'est-à-dire que Trump sortait de cette élection malgré tout avec un capital politique qui était un capital politique non négligeable et avec un bilan, notamment sur le plan économique, qui était tout à fait favorable. En l'occurrence, il a soufflé sur les braises et il n'a pas su, ou voulu en tout cas, maîtriser les troupes les plus extrémistes de son camp, et il se retrouve dans une situation où il a été lâché par tout le monde, et notamment, il faut le rappeler, par son vice-président, avec lequel d'ailleurs il s'est brouillé dans la soirée, ce qui est un signal quand même très fort de l'effritement et de l'effondrement du Trumpisme, dont on pensait qu'il allait survivre éventuellement à Donald Trump. Alors, ce qu'exprime Donald Trump va vraisemblablement sociologiquement continuer à survivre. Le Trumpisme en tant que tel n'est pas forcément mort, mais en tout cas, Donald Trump, qui pouvait encore, disons, espérer jouer un rôle politique dans cette grande démocratie que constitue la démocratie américaine, me semble aujourd'hui assez écarté du jeu politique, éventuellement avec peut-être des possibilités de poursuite. Oui, 0826 300 300, si vous voulez réagir. Beaucoup de nos auditeurs sur Facebook estiment qu'on a volé cette élection à Donald Trump. Je rappelle qu'il y a eu 11 décisions de justice qui n'ont pas conclu à une fraude massive. Donc, et que Mike Pence, comme vous l'avez évoqué, son vice-président, a décidé de ne pas aller dans le sens de Donald Trump. Aurélien Véron. Et ce qui est intéressant, c'est la résistance des institutions au populiste de Donald Trump. C'est-à-dire que quels que soient les résultats de son mandat, économiques, sociaux et autres, cette triste transition, même dramatique, puisqu'il y a 4 morts quand même dans cette opération d'invasion du Capitole, les institutions vont tenir. Et rappelons-nous que nous, les Français qui changeons de constitution régulièrement, qui amendons la constitution, qui avons des institutions parfois instables, ce régime américain, depuis plus de 2 siècles, n'a pas varié. Et les institutions ont survécu à tout. Le Capitole a déjà été incendié, il y a eu des assassinats de présidents, on a vu des grandes périodes de troubles majeurs. Les institutions résistent. Et je pense que hier soir, on a vu à nouveau l'establishment républicain prendre ses distances beaucoup plus fortement qu'auparavant avec le président. Son vice-président donc se fâcher avec son président et publier un communiqué prenant vraiment ses distances avec ce qui se passe. Les institutions américaines sont au-dessus des hommes. C'est peut-être ce qui fait la force de cette démocratie. C'est quand même du jamais vu. Enfin, ce qu'on a vu cette l'invasion des assemblées. Les troupes anglaises avaient incendié le Capitole, je crois, en 1810. Oui, c'est vrai. En France, il y a eu l'invasion de 1848 de et puis il y a quand même eu le 6 février 34 en France, où les ligues, je veux dire, ont essayé d'envahir le Palais Bourbon. Il faut s'en souvenir. Moi, j'ai beaucoup entendu parler durant cette soirée électorale de putsch. Il ne s'agit pas d'un putsch. Je crois qu'il faut quand même être sérieux. En l'occurrence, quand on organise un putsch, ça se fait de manière beaucoup plus professionnelle. En l'occurrence, il faut se souvenir de ce qu'a été le putsch en France en 1961, avec une partie de l'armée qui se rebellait contre les décisions du général de Gaulle. Là, on était vraiment dans une situation de putsch. Là, aux États-Unis, il me semble qu'on se rapprochait plus, en effet, de ce qu'a été le 6 février 34 en France, c'est-à-dire avec des ligues, en l'occurrence, qui refusent une décision qui est la certification du vote par la Chambre des représentants et par le Congrès de l'élection de Joe Biden. C'est plutôt, je veux dire, ce type de schéma dans lequel on s'est retrouvé. Oui. Jérôme Répaud. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'il faut ramener ça à ces quelques nervis, ces quelques centaines, milliers de personnes qui ont été quand même chauffées à blanc, il faut le dire. Quelques ligues, et puis ça ne représente en aucun cas la démocratie américaine. Le danger que ça suppose, c'est que, est-ce que Donald Trump, quel est le rôle qu'a eu Donald Trump là-dedans? C'est-à-dire que une heure avant, il a quand même dit je ne concéderai pas la victoire. Il dit ça. Donc, il a fait pression dans son meeting. Ça revient même. Il a fait pression dans son meeting en Géorgie sur Mike Pence, déjà. Il a dit j'espère que Mike Pence va faire ce qu'il faut pour empêcher que l'élection soit validée. Et finalement, il se fâche avec lui. Et donc, il a quand même chauffé à blanc les gens. Après, être devant le Capitole, avoir l'idée d'y entrer,
C'est très nouveau quand même. C'est dans ce sens-là que je disais que c'était nouveau. Aller jusqu'à piller le bureau de la présidente de la Chambre des représentants et du président du Sénat, ça pose question quand même. Donc il faudra voir effectivement quelle était l'organisation sous-jacente à ça. C'est pas. Oui, c'est comment ces gens sont arrivés là. Il y a quand même peut-être un petit groupe qui est un minimum organisé. Oui, Aurélien Véron sur effectivement la responsabilité de Trump dans ces événements où on sait encore une fois qu'il a chauffé à blanc quand même ses supporters depuis un certain temps et qu'il a réagi assez tard dans la soirée, peut-être sur les conseils de ses avocats. En tout cas, il a réagi assez tard. Hein. Il a réagi très tardivement et sa vidéo du matin où il appelle à aller au Capitole, il appelle ses ligues réunies à Washington, a été retirée par Twitter. C'est intéressant parce que toute la soirée à Paris, on l'a vu, et ce matin, elle a disparu. Donc il y a bien eu une crainte de voir cet appel continuer à embraser les États-Unis. Donc espérons, dans les semaines qui viennent, ça va se calmer, que les républicains, dont maintenant c'est la responsabilité d'assumer la transition, vont le faire le plus pacifiquement. Et je pense que Donald Trump subira des poursuites judiciaires. Et aux États-Unis, on ne rigole pas avec ce genre d'appel et les mensonges qu'il a pu prononcer. Donc il est pensable que Donald Trump ait des soucis judiciaires assez lourds. Moi, je rappelle quand même qu'en France, parce qu'on est surpris par ce qui passe aux États-Unis, c'est vraiment très choquant. En France, il y a un an, un ministère français a été envahi et saccagé. Alors, je ne mets pas tous les gilets jaunes dans le même sac. Il y a des gilets jaunes qui étaient tout à fait respectables dans leur démarche, qui attendaient une reconnaissance. Mais on a vu des gilets jaunes vouloir prendre l'Élysée. Et il y a eu une panique dans les rangs de la police qui n'était pas organisée, des forces de l'ordre, gendarmes et policiers. On a vu des tentatives pour entrer au Parlement. Donc, nous avons... et c'était plutôt des tendances d'extrême gauche au sein de cette mouvance des Gilets jaunes qui était de plus en plus récupérée. On a vu des mouvances à Paris tenter de faire la même chose, et avec beaucoup plus de violence que ce qu'on a vu hier soir. Et on n'a pas eu les 4 morts dans la même soirée comme aux États-Unis. Donc, la France est quand même habituée à ce genre de tentatives. Et on a des partis aujourd'hui au Parlement qui sont représentés dans toutes les assemblées qui pousse à ce genre d'incident en permanence. Alors, la différence, c'est que là-bas, c'est le président des États-Unis qui a mis de l'huile sur le feu. C'est évidemment catastrophique. Et peut-être d'ailleurs que la défense du Capitole était fragilisée par le fait que l'exécutif flotte complètement en ce moment. Et donc, les ordres n'ont pas forcément été donnés immédiatement pour répondre à cette foule de personnes menaçantes, qu'on savait menaçantes. Mais en tout cas, on n'est pas non plus éloigné en France de cette crise démocratique qui menace tous les jours nos institutions. Oui, mais pourquoi cette crise démocratique, hein, c'est aussi une question. C'est quand même cette question qu'on peut aussi se poser de ces déclassés qui se sont retrouvés dans ce qu'était la politique de Donald Trump. Oui, vous la posez parfaitement, parce qu'il y a aussi des déterminants et des causes qui expliquent aujourd'hui ce rejet d'une partie des institutions, du rejet des institutions par une partie de l'opinion publique, et pas une partie minoritaire, une partie qui est massive en l'occurrence. Et c'est un phénomène que l'on retrouve dans d'autres démocraties. Pays, ça doit quand même aussi interroger les élites de chaque démocratie sur leur comportement et la façon dont ils conduisent un certain nombre de politiques, parce que on ne peut pas effacer, si vous voulez, parce que on est face à un certain nombre d'excès qui sont tout à fait condamnables et que tout le monde s'accorde à condamner, le fossé grandissant qui existe aujourd'hui entre une partie de l'opinion publique et ses dirigeants. Oui, Éric Revel. Ah oui, je partage tout à fait. Je vais vous faire une citation qui n'est pas d'un homme d'extrême droite ni de droite, qui s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Dans un livre qui s'appelle L'ère du peuple, il écrit, moi je m'en souviens très bien, je crois que c'est page 137, il écrit la haine du populisme, c'est la haine du peuple. Donc en fait, même Jean-Luc Mélenchon, dans un livre comme L'ère du peuple, il fait un lien très direct entre le peuple et le populisme. Pour un certain nombre de politiques, et Jean-Luc Mélenchon en faisait partie, le populisme, c'est pas une insulte. Donc il y a un divorce total, et oui, en France aussi, entre l'establishment politique, la classe politique, et le sentiment populaire tel qu'il s'est exprimé avec le mouvement des Gilets jaunes. Et ça, je vais vous dire, c'est pas la fin du Trumpisme ou la fin de Donald Trump qui apportera une solution concrète à ces problèmes de fond, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France ou en Europe, parce que n'oubliez pas quand même que Trump, il a fait 74 millions de voix contre 81 pour Joe Biden. Joe Biden, ouais. Et juste, je regardais, Valérie, les tweets, non seulement les tweets de Trump, là, non seulement Trump, à mon sens, il a perdu la raison et l'honneur hier soir,
Mais là, il capitule en race campagne, hein, pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'il a mis l'huile sur le feu, et là, tous ses tweets, c'est de dire non, mais la transition avec Biden le 20 janvier se passera très bien. Non, mais rentrez chez vous, il faut arrêter tout ça. Alors, quelques heures après, donc, on peut s'interroger quand même sur l'équilibre mental de Donald Trump. Et d'ailleurs, je vous signale que l'amendement 25 de la Constitution américaine permet de destituer un président américain, y compris avant le 20 janvier. Et certains aux États-Unis, et pas que du camp démocrate, regardent de près ce 25e amendement. Et donc, ça peut se terminer en humiliation après la perte de l'honneur et de la raison, peut-être pour Trump, c'est-à-dire destitué avant même la passation de pouvoir du 20 janvier. Vous pensez que c'est difficile, Eric, difficile, hein. Vous pensez que c'est difficile ? Ah oui, difficile parce qu'il faut la cohésion des différents secrétaires d'État, donc du cabinet. Donc ça paraît difficile. Oui, mais le fait que ce soit évoqué, bien entendu, par certains à Washington, bien entendu, on est d'accord. Ça veut quand même dire qu'il peut terminer dans un sac à patates, Donald Trump, c'est-à-dire le goudron et les plumes. Le goudron et les plumes, comme dans la c'est ça qui est incroyable. Il avait un bilan, comme disait Arnaud tout à l'heure. Il pouvait sortir par la grande porte, y compris en disant qu'il y avait eu des fraudes. Et là, il va partir dans les pires conditions, avec des procès sans doute, et humilié, en donnant l'impression qu'il a tout perdu pour son camp. Je le rappelais tout à l'heure, le Sénat, la Chambre des représentants, la Maison-Blanche, mais en plus qu'il a perdu la raison et l'honneur. Allez, on se retrouve dans un instant, et Sud Radio, parlons vrai, vous avez la parole. Quand j'invite des gens à débattre, je ne sais pas quelle sera leur opinion sur les choses, donc si vous avez une opinion différente, 0826 300 300, on vous attend sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité, avec Éric Revel, éditorialiste, directeur de la chaîne Azur TV, Aurélien Véron, conseiller de Paris, porte-parole du groupe Changer Paris, Arnaud Benedetti, professeur à la Sorbonne, spécialiste en communication politique, rédacteur de la revue Politique et Parlementaire. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est un cumulard. Voilà. Oui, vous ne parlez jamais de ma revue Hémicycle. Oui, et c'est vrai. Et vous êtes le directeur de la rédaction de la revue Hémicycle, cher Éric Revel. Et Jérôme Ripoul, tout simplement directeur associé de l'agence Confluence et coprésident d'Opinion Valley. Appelez-nous 0826 300 300 si vous voulez réagir à ce qui s'est passé hier au Capitole, si vous n'êtes pas d'accord avec les condamnations qu'il y a pu y avoir sur cela. On évoquait là pendant le journal la similitude avec les Gilets jaunes sur ce mouvement et sur les gens qu'on a pu voir sur les images, c'est-à-dire une certaine catégorie de la population américaine qui ne se reconnaît plus dans les institutions. Ben oui, c'était une sociologie assez finalement similaire, c'est-à-dire des gens qui se sentent déclassés, ou qui le sont d'ailleurs, très souvent, donc des catégories populaires qui ne se reconnaissent plus dans les offres politiques, qui sont les offres politiques qui ont structuré la vie démocratique, et qui remettent en question le fonctionnement même des institutions. Donc il y a là, j'allais dire, une espèce d'invariant qui aujourd'hui existe dans un certain nombre de démocraties libérales, de remise en cause finalement du système politique tel qu'il s'est construit depuis des décennies, mais surtout une remise en cause plus que du système politique, je pense une remise en cause des dirigeants qui se succèdent depuis un certain nombre maintenant de décennies, considérant que finalement ces dirigeants constituent une oligarchie qu'il faut combattre et renverser. Donc il y a en effet une similitude entre ce qu'a été le mouvement des Gilets jaunes et ces gens qu'on a vus hier devant le Capitole et à l'intérieur du Capitole. Oui, on a un auditeur qui nous dit les mêmes causes entraîneront partout, tôt ou tard, les mêmes effets. Ce que pudiquement vos experts appellent foule menaçante de supporters sont les électeurs du président Donald Trump, c'est-à-dire qu'il représente 74 millions de personnes, on l'a dit, dans le monde entier, a pu constater la juste colère. La juste colère, enfin, on parle de démocratie, on parle de vote, on parle d'élection. C'est quand même... manifester, oui, rentrer dans le Capitole et qu'un président refuse d'accepter la défaite après, je le rappelle, 11 décisions de justice portant sur ces fraudes, oui, non, c'est plus la démocratie à ce moment-là. Il y a quand même un discours qui tendrait à dire qu'une minorité agissante représenterait une majorité silencieuse. Ouais. C'est faux. C'est une minorité agissante qui représente une partie de la population non négligeable sans doute, mais qui n'est pas l'intégralité de la population américaine. Et
Et de surcroît, je pense que le Rubicon, la barrière a été franchie par Trump et qu'il y a une grande partie de ses électeurs qui aujourd'hui doivent le désavouer. Il faut savoir qu'à l'instant, Mike Pence vient de changer son image de profil, enfin sa bande, et il vient de mettre Kamala Harris et Joe Biden sur son compte Twitter. C'est très fort. Donc c'est clair, c'est net et c'est précis. Il s'est désolidarisé de Trump. Donc je pense que comme lui, il y a des républicains qui sont très qui ont des opinions et des valeurs très proches de Trump et qui vont se désolidariser de lui. Là, il y a une rupture. Oui. Donc, d'une certaine manière, c'est peut-être un petit peu la leçon. C'est la question qu'on se posait avec Arnaud. C'est est-ce qu'on va tirer de cette petite leçon une grande leçon? C'est-à-dire, en clair, est-ce que ça va affaiblir les populistes? Il y a quand même quelque chose qu'il faut voir. Il va y avoir une conséquence en Europe. C'est que Bannon était quand même l'aile avancée de Trump et en tout cas d'un courant réactionnaire, puisqu'il voulait quand même prendre pied sur le continent européen et qu'il y a eu des liens avec Marine Le Pen, avec Louis Alliot, etc. Aujourd'hui, Marine Le Pen a dû se désolidariser de Trump. Donc, quelle va être leur capacité quand même à prospérer sur un courant avec un tel événement? Je crois que quand même là, ça risque, même y compris en Europe, de créer peut-être une rupture et de montrer finalement ce qui est dans la démocratie et ce qui est acceptable du populisme ou pas. Mais ceux qui contestent la victoire de Joe Biden, je voudrais savoir ce que vous répondez à l'attitude de Mike Pence, qui était l'homme de confiance, le vice-président de Donald Trump, et qui, lui, accepte le vote des Américains. Donc, moi, je voudrais que vous nous appeliez si vous soutenez, si vous avez des arguments en faveur de cela. Éric Revel. Oui, moi j'aimerais revenir, pardonnez-moi, un peu sur le fond et sur ces mouvements populaires, populistes qu'on voit prendre pied un peu partout et dont l'incarnation violente s'est résumée hier au Capitole à Washington. En fait, cette contestation et la montée en puissance du complotisme, même si je ne fais pas de parallèle entre ce qui s'est passé à Washington et la montée en puissance du complotisme, pour moi, ça traduit de manière très singulière le mouvement sociétal dans lequel on est. Je m'explique. Les réseaux sociaux, pour moi, c'est l'outil. C'est l'outil. Ça peut être l'outil du complotisme. Mais le complotisme, en fait, c'est le syndrome d'un malaise extrêmement profond. Pourquoi est-ce que le complotisme explose à tout crin depuis les attentats du World Trade Center? Encore une fois, les réseaux sociaux sont l'outil, mais sur le fond, il y a un malaise énorme. Et le carburant du complotisme, c'est quoi? C'est la défiance d'une large majorité de la population dans les médias, dans la classe politique, dans les institutions. Et en fait, à vouloir taper sur le populisme, en fait, on ne fait que l'exacerber, me semble-t-il, parce qu'en réalité, tous ceux qui sont sous le joug de la défiance par une partie non négligeable des peuples, les médias, la classe politique, les institutions, tout cela pour les gens qui ont été rejetés par le système et qui ont souffert économiquement et socialement, c'est le même système. Donc vous voyez bien dans quelle situation on est en réalité. C'est que Trump, qui n'est pas un idiot, a surfé évidemment sur le complotisme, il a surfé sur l'idée que le peuple américain souffrait, y compris de la mondialisation, et c'est pour ça qu'il s'est battu contre la Chine, mais encore une fois, ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la température. Autrement dit, ce malaise profond des peuples aux États-Unis ou en France avec les Gilets jaunes, ce n'est pas un malaise qui va disparaître. Et encore une fois, l'outil, les réseaux sociaux, mais sur le fond, le malaise, il est très fort, il est très puissant. Et je ne sais pas si les mêmes raisons produiront les mêmes effets. En tout cas, ce n'est pas en balayant d'un revers de main ce qui s'est passé au Capitole, en parlant d'un coup d'État, qu'on va, qu'on va éteindre la colère qu'on sent monter de part et d'autre dans tout ce monde capitaliste occidental qui a souffert de la mondialisation et qui a laissé en marge une part importante de sa population. Marie-Hélène vous dit, Éric, je ne comprends pas, vous étiez pro-Trump, j'ai pu lire certains de vos tweets. Est-ce que mais au début d'émission, on a parlé du bilan positif de Trump. Et pourquoi classer les gens en pro et anti-Trump? Est-ce qu'on peut avoir un peu de nuance, un peu de subtilité? On peut avoir été pro-Trump, Éric, je vais prendre votre défense, et condamner ce qui se passe. Ça n'a rien à voir, c'est pas unilatéral. Le Trump de 2016 n'est pas le Trump de 2021. Exactement. Oui, Aurélien Véron. Une évolution.
Oui, je ne sais pas si les conditions économiques sont suffisantes à expliquer ce rejet du système, le système étant les autres. Mais c'est vrai que nous, on se compare à la France, qui a un petit hexagone, on est 65 millions. Les États-Unis, c'est un continent. C'est un continent où les fractures géographiques, de densité, d'urbanisme, d'ethnie, etc., sont beaucoup plus d'une ampleur incomparable par rapport à ce qu'on vit en France. Donc si Jérôme Fourquet nous a écrit l'archipel français, je vous laisse imaginer les fractures aux États-Unis. Et je crois que Francis Fukuyama a très bien décrit ça dans un bouquin que je recommande à tous, qui s'appelle L'identité. Le sentiment de déclassement a été amplifié par une évolution de la gauche américaine et qu'on vit aussi en France, cette gauche de la cancel culture, cette gauche de qui s'attache aux minorités et qui finalement a délaissé les masses, on va dire, masses populaires, anciennement ouvrières, pour s'intéresser à des minorités. Et en abandonnant ces masses ouvrières qui, avant, se sentaient représentées, leur dignité, leur sentiment de déclassement n'a plus été défendu par personne. Ouais. Et en Trump, ces classes populaires ont retrouvé une sorte de dignité, de fierté. Il y a eu une scène hallucinante où, à la Maison-Blanche, Trump invite des camionneurs avec leurs camions. On voit d'énormes camions à la pelouse de la Maison-Blanche. Et ce sont ses potes. Mais ce que dit Aurélien est super important. Ce que dit Aurélien est super important parce qu'en fait, il s'est passé la même chose en France. Pourquoi est-ce que dans les banlieues anciennement rouges qui votaient Parti communiste, le Front National a fait Flores? Parce que précisément, le Parti communiste français, qui dans les années 80 représentait la classe ouvrière, a du jour au lendemain, avant même l'effondrement du mur de Berlin en 89, abandonné le concept de lutte du prolétariat. Ça veut dire que la classe ouvrière qui se sentait représentée, pas que, mais représenté par le Parti communiste qui représentait la classe ouvrière, s'est senti abandonné. Donc ce que dit Aurélien sur l'affaire des camionneurs est très exact. C'est-à-dire que d'un autre côté, vous avez des gens populistes, mais pour moi, c'est pas un terme péjoratif que j'emploie en disant « ouh, les méchants ». Il y a des gens qui ont récupéré politiquement ces abandons et qui en ont fait une force politique. C'est pour ça que comparaison n'est pas raison, mais ce qui s'est passé aux États-Unis doit nous faire réfléchir à ce qui peut se passer en France aussi. Mouvement des Gilets jaunes ou contestation de la classe politique, que ce soit de droite ou de gauche, prenait de l'ampleur. Je nuancerai sur le Parti communiste. C'est pas tant le Parti communiste qui a abandonné la classe populaire que le Parti socialiste, surtout, qui a, sous l'idéologie Terra Nova, décidé de remplacer la défense des classes populaires par la défense des minorités. Non, mais avant, c'est le PC. Se trouvant un électorat de substitution. Après le PS, mais d'abord le PC. Oui, mais le PC, enfin, on va peut-être pas rentrer dans ce débat, mais le PC a connu son déclin du fait aussi quand même de la comparaison avec l'Union soviétique, du fait qu'en France aussi, François Mitterrand a électoralement étranglé le PC en l'occurrence. Mais ce qui est vrai, en tout cas, moi je partage bien évidemment le constat sur l'archipélisation de la société américaine, mais également de la société française. Mais il y a finalement un double phénomène qui explique aussi aujourd'hui cette montée des populismes en Europe et dans un certain nombre de démocraties, c'est que, et ça a été dit, un grand nombre de citoyens se sentent dépossédés. Ils se sentent dépossédés économiquement, ils se sentent dépossédés culturellement et ils se sentent dépossédés démocratiquement. Absolument. Il y a un événement qui a fait beaucoup de mal dans la société française, c'est quand même le référendum de 2005. Ce référendum de 2005 où le peuple français vote non au projet de constitution européenne et qui revient ensuite par la fenêtre en 2007 avec le fameux traité de Lisbonne. Donc là, il y a une cassure quand même qui se produit dans l'opinion publique où un certain nombre de nos compatriotes considèrent que finalement aller voter, ça ne sert à rien. En l'occurrence. Et on l'a entendu, notamment dans les propos des Gilets jaunes. Et il y a un deuxième point, pour revenir sur le complotisme. Bien évidemment qu'il y a aujourd'hui, manifestement, un développement de théories complotistes qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et ailleurs. Mais la réalité aussi, c'est que la parole publique a failli à de nombreuses reprises. C'est-à-dire que les dirigeants ont aussi, eux, de leur côté, menti ou en tout cas déformé la réalité. Et donc ces deux phénomènes se nourrissent et on se retrouve dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Alors, on va marquer une pause, on continue. Et Marie-Hélène vous dit, Eric, je vous ai attaqué. Je ne vous ai pas attaqué, vous êtes un journaliste que j'aime beaucoup. C'était gentil, oui, mais ça a permis de relancer, de faire réagir, effectivement, et de nuancer un peu peut-être les choses. Allez, on se retrouve dans un instant, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Éric Revel, Aurélien Véron, Arnaud Benedetti et Jérôme Ripoul. Jérôme, vous vouliez rajouter quelque chose? On continue un petit peu quand même à parler des États-Unis. C'est quand même l'actualité du jour. Oui, non, moi la question que je me posais, c'est aujourd'hui, bon, alors d'une part, il va y avoir la transition. On peut supposer, là, j'ai pas de, c'est une hypothèse, mais on peut supposer que même s'il n'est pas l'amendement, le 25e amendement sera pas
convoqué, l'article 25, on peut supposer que Trump sera toujours en place, mais on peut supposer qu'il ne participera pas à la prestation de serment de Joe Biden. Donc ça aussi, c'est un fait inédit, quoi. C'est qu'il y a une cassure qui va se faire. Mais je pense que c'est pour revenir sur cette conclusion qui était notre début, c'est de se dire que Trump a dynamité son capital, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Et la vraie question, c'est est-ce que vous disiez, Valérie, il n'y a pas d'auditeur qui appelle pour défendre Trump. Je pense qu'aujourd'hui, il est indéfendable. Alors, ça va pas durer. Après, on va pas. Ce qui paraît quand même continuer et sourdre comme bruit, c'est oui, mais il y a eu des fraudes. Moi, je suis désolé. Je serai le premier à dire qu'il y a eu des fraudes, mais jusqu'à présent, les décisions de justice ont toutes été défavorables à Trump. Et où sont les fraudes ? Où sont-ils ? La seule chose qu'on ait vue, c'est un Trump qui se faisait choper en train de dire il faut que vous me trouviez 11 000 électeurs. Bon, voilà, 11 000 voix. Bon, je suis désolé. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas eu un début de preuves sur les fraudes. Donc je pense qu'aujourd'hui, Trump, il est très difficilement défendable. Un auditeur nous dit, pensez-vous que Trump a dans l'ombre incité les extrémistes de QAnon à entrer au Capitole, en plus de son discours ambigu? De plus, n'y a-t-il pas eu des complicités parmi les policiers du Sénat pour les laisser pénétrer? C'est ce qu'on évoquait. Il y a 4 morts quand même. Il y a 4 morts, donc ils ont tiré. Je veux dire, c'est les policiers qui ont... Donc il y a un moment où il y a eu... Bon, ils ont été débordés, mais ils ont tiré. Donc, Éric Revel, sur cette question, sur la déjà réservé pour le 20 janvier un parcours de golf sur un de ses golfs en Écosse. Oui, j'ai vu ça. Il refuse de visa. Vu ça. Donc ça veut dire que s'il joue au golf en Écosse, a priori, il ne sera pas à Washington ou à New York pour la passation de pouvoir. Même si l'Écosse lui refuse, l'emblème fort. Oui, et Aurélien Véron, vous avez raison de préciser ça, que c'est pas évident de voyager des États-Unis jusqu'en Écosse aujourd'hui. Le ministre d'Écosse s'est exprimé. Ministre d'Écosse. Alors, est-ce que c'est, je connais pas le Parlement écossais, mais je crois que le président du Parlement ou un ministre écossais a dit nous allons tenter de refuser le visa à Donald Trump s'il n'a pas des motifs d'une extrême importance, puisqu'ils sont en confinement en Angleterre, au Royaume-Uni. Là, on est dans l'abruti, mais en tout cas, l'emblème est fort. Moi, ce que je voulais revenir sur le sujet des causes de ce populisme qu'on ne peut pas attaquer directement, parce que plus on attaque le populisme, plus ceux qui le défendent s'y retrouvent. Ce sont des victimes dans leur tête. Et donc, plus ils ont un emblème qui est victimisé par un système qui s'attaque à lui, plus les gens se retrouvent en lui. Il y a un écart, comme un élastique qu'on tend trop loin, il y a un écart grandissant entre les priorités, on va dire, des urbains mondialisés qui parlent plusieurs langues, qui s'intéressent au réchauffement climatique, au bien-être humain, même bien-être animal maintenant, qui donc pondent des lois pour rattraper cette course, pour sauver la planète et pour finalement améliorer les conditions de vie. Et puis un ordre social, je ne veux pas faire mon hayekien dans ce sujet, mais un ordre social qui, lui, va beaucoup plus lentement et qui a du mal à accepter cette distorsion entre ce qu'on lui fait accélérer, on fait courir ce peuple américain, français et dans d'autres pays, alors que le peuple n'est pas prêt à ça. La pédagogie n'a pas été faite. Oui, mais enfin, c'est des gens aussi. Moi, là-dessus, je suis plus réservé. Je veux dire, c'est pas seulement une perception, c'est une réalité aussi. Il y a un appauvrissement, il y a une paupérisation d'un certain nombre de catégories sociales, de territoires également, qui constituent une réalité qu'il ne faut pas, je veux dire, considérer seulement comme un sentiment. Donc, je crois que si on considère comme un sentiment cela, et c'est très souvent malheureusement, disons les propos qu'on leur oppose, on ne fait là, pour le coup, véritablement que les renforcer dans leur conviction qu'il y a un système qui ne roule pas pour eux en la matière. Donc je crois qu'il faut quand même faire très attention lorsqu'on fait cette critique-là. Mais ce qui est la réalité aujourd'hui, c'est que en effet, on voit que dans un certain nombre de démocraties, on l'a dit, on l'a répété, nombre de catégories ne se retrouvent pas dans la façon dont les démocraties sont gouvernées. Donc ça doit nous interroger aussi sur un certain nombre de réformes, vraisemblablement sur le plan institutionnel, qui permettraient peut-être de ramener dans le giron républicain, dans le giron démocratique, des catégories qui s'en éloignent. Mais je crois que c'est une erreur parce que vous voyez, en France, par exemple, l'aide sociale est colossale. Le niveau de pauvreté en France est faible par rapport au niveau de pauvreté américain. Non, mais pourtant, on a les mêmes réactions. Moi, je crois qu'on se trompe de route. Et c'est ça le danger, c'est qu'on croit que c'est un problème économique, c'est un problème de dignité. On meurt pour sa dignité, on ne meurt pas pour des raisons économiques. On monte au front pour des raisons de reconnaissance. Et je pense qu'on se trompe en pensant que c'est une question plus économique. Elle est prioritairement, pour moi, une question d'un ordre social qui n'est pas reconnu, d'une population qui se sent indigne, déclassée et qui attend de la reconnaissance. Aurélien, le paradigme de la démocratie,
je vais le traduire comme ça, c'est l'État-providence, l'État s'occupe de vous, s'occupe de votre enseignement, vous défend, vous soigne, etc. et vous prend un avenir meilleur. Je veux dire, malgré tout, ce qu'il y a de commun entre les États-Unis et la France, c'est l'ascenseur social, le rêve américain, la possibilité d'évoluer. Aujourd'hui, quand vous êtes un redneck aux États-Unis, c'est-à-dire une nuque rouge, que vous êtes un fermier dans un État très rural et appauvri, le rêve américain n'existe plus. Et en France, dans une certaine manière aussi. Donc, en clair, là, ce qui fait la dynamique de la démocratie, c'est OK, c'est un système performant et qui économiquement vous rend service, et il n'est plus là. Donc, les populistes, ils ont beau jeu de dire attendez, on vous défend plus, l'enseignement est nul, et en plus, il y a une pandémie et vous n'êtes même pas soigné ni vacciné. Donc, je pense que là, c'est un climat délétère. Alors, on a une auditrice en ligne avec nous, Claudine, qui nous appelle de Niort. Bonjour Claudine. Oui, bonjour Valérie, bonjour à tous, bonne année. Bonne année à vous. Enfin bon, voilà, c'est un peu mal barré, mais bon, on va faire avec. Voilà, moi je voulais dire que, alors pour Mike Pence, ça fait déjà un petit moment sur les réseaux sociaux qu'il y a des bruits disant que de toute façon Mike Pence va trahir Trump. Donc si vous voulez, on n'est pas surpris, hein, on ne peut pas dire qu'on soit surpris, hein, c'est pas le problème. Je vais même pas parler de fraude ou pas fraude, de toute façon, moi j'étais pas dans les urnes donc j'en sais rien. La chose aussi qui me paraît quand même importante, c'est qu'il faudrait arrêter de nommer les gens populistes, parce que populiste c'est extrêmement dégradant, voilà. Hein, moi si je veux dire, bon alors je suis populiste, oui, mais avant tout je suis souverainiste. Oui. Voilà. Et les gens que l'on traite aujourd'hui de populistes d'un revers de main en les balayant, en fait, c'est simplement des souverainistes, des gens qui aiment leur pays, qui veulent que leur pays soit considéré et qu'il soit considéré comme faisant partie d'un peuple. Et aujourd'hui, aussi bien aux États-Unis qu'en France, c'est quand même pas évident, voyez-vous. Donc, si vous voulez, la plupart des gens qui sont plutôt trumpistes en France sont aussi des souverainistes et qui reconnaissent que Trump a fait pour son pays avant tout. Oui. Et ça, c'est important. Donc, si vous voulez, mais sauf que c'est pas la question. Enfin, c'est pas la question qui est. Si. La question qui est posée aujourd'hui, c'est le respect du vote et des urnes. Je veux dire, c'est quand même ça. Mais il peut y avoir de respect des urnes, respect des institutions, à condition que ceux qui sont en haut de la pyramide respectent aussi le peuple. Or, le peuple, il n'est pas respecté, excusez-moi, du peu. Oui, mais alors ça veut dire quoi? On fait la révolution et on envahit... Moi, je ne sais pas, c'est pas moi qui suis en train de dire qu'on fait une révolution. C'est moi, je ne fais Non, mais c'est par la force. Vous dites aujourd'hui, on respecte plus les institutions, il faut changer les choses. Le vote, je ne le comprends pas, je ne l'accepte pas. Donc la seule solution... J'ai pas parlé que je... Attends, mais je n'ai jamais dit... Non, là, vous êtes en train d'essayer de penser à ma place. Non, j'essaye de préciser votre pensée. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est une question. Rien du tout. Quelle est la solution? Je n'ai pas dit que le vote était à balayer d'un tour de main et qu'il fallait une révolution dans le sang, etc. Comme en 1789 ou quoi que ce soit. C'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Je suis en train de dire, de faire un constat que le peuple n'étant pas respecté, il ne peut lui non plus pas respecter ses institutions, ni ses dirigeants qui ne le respectent pas. C'est un fait, c'est factuel. C'est-à-dire, on ne peut pas passer à travers ça. Maintenant, si demain on a des gouvernants qui prennent en compte et respectent le peuple, eh bien à ce moment-là, les choses peuvent changer. Mais il est bien évident que là, actuellement, ça n'en prend pas le chemin. Et quand je dis au niveau de ces mots populistes, de dire qu'il faudrait peut-être arrêter et plutôt les nommer souverainistes, parce que c'est quand même le mot quand même qui est le plus représentatif de ces gens-là. Et Biden, entre autres, lui représente plutôt le camp des mondialistes. Donc, on ne peut qu'être inquiet, d'une certaine façon, de voir que le mondialisme reprend du poil de la bête. Merci Claudine de votre intervention. Françoise dit aussi, ceux qui nous traitent de populistes sont des
des idionnés, je reste poli. C'est vrai que ce terme de populiste et complotiste que vous avez prononcé tout à l'heure, Éric Revel, fait beaucoup réagir. Allez, on se retrouve dans un petit instant, puis on va peut-être changer de sujet. À tout de suite. Allez, on passe à un autre sujet. On est ensemble jusqu'à midi avec Éric Revel, Aurélien Véron, Arnaud Benedetti et Jérôme Ripoul. Alors, peut-être un petit tour de table d'autres sujets qui ont attiré votre attention dans cette actualité marquée par évidemment les États-Unis et la vaccination. Moi, je voulais avoir une pensée aujourd'hui pour les morts de Charlie Hebdo. C'était il y a 6 ans, le 7 janvier. Il ne faut pas oublier que le terrorisme a tué ses dessinateurs. Donc, une pensée pour Charlie Hebdo et ce sondage que je vous recommande. On l'a évoqué hier sur ces enseignants qui renoncent. 1 sur 2, c'est déjà auto-censuré et a refusé. Enfin, c'est empêché de parler, d'évoquer la laïcité dans ses cours. Éric Revel, un coup de cœur. Oui, alors moi j'ai un coup de cœur parce qu'on en parle beaucoup dans le sud de la France, c'est à propos du plan de vaccination. Ouais. C'est la possibilité d'ouvrir le Vélodrome, vous savez, le stade de foot où joue l'Olympique de Marseille, de l'ouvrir pour une vaste vaccination qui serait une vaccination évidemment populaire et très large. Bon, évidemment, l'OM et Marseille, c'est une affaire de cœur depuis très longtemps. Moi, je trouve que l'idée est assez originale et assez bien vue parce que l'amour des Marseillais pour l'OM et le stade Vélodrome les inciterait peut-être davantage qu'ils le disent dans les sondages à se vacciner. Et moi, je fais le pari que beaucoup vont se faire vacciner sous les buts, histoire de faire un selfie en disant « j'étais dans la cage de Mananda ». Oui. Donc il faut dire qu'il y a beaucoup de communes, on l'a évoqué hier assez longuement, qui sont prêtes à ouvrir des lieux et les entreprises aussi. Et j'entendais ce matin un éditorialiste évoquer le vocabulaire employé par le gouvernement, mettre à contribution les entreprises. On ne les met pas à contribution, non. Elles sont volontaires. Elles veulent, on les empêche au contraire de participer à cet effort général pour la vaccination. C'est vrai que ce mot de mettre à contribution... C'est un mot qui est à mon avis totalement inadapté en l'occurrence, mais il y a une volonté à la fois des élus, à la fois d'un certain nombre d'opérateurs économiques et sociaux de pouvoir redémarrer très vite une vie qui soit normale. Et comme le vaccin semble la seule aujourd'hui solution pour obtenir à échéance à moyen terme une immunité collective qui nous permette de retrouver un quotidien à peu près normal et un rythme de développement économique à peu près normal, il est évident que ces acteurs se mobilisent. Le problème, c'est que moi, je suis quand même frappé par une chose, c'est que, on en parlera peut-être tout à l'heure, c'est que dans cette campagne de vaccination, on n'a pas pensé véritablement à mobiliser l'ensemble du potentiel qui permettrait justement de résoudre les difficultés auxquelles on se confronte. Mais ne serait-ce que, par exemple, moi j'ai discuté avec des médecins généralistes, des médecins de ville, qui me disent qu'à ce stade, ils ne sont pas du tout associés à cette campagne de vaccination. Et on réédite finalement les mêmes erreurs qu'on a commises, vous souvenez-vous, lors de la grippe H1N1. C'est-à-dire que l'État fonctionne avec son propre logiciel en pensant qu'il est seul au monde et qu'il peut résoudre toutes les difficultés auxquelles il doit faire face. Et encore sur H1N1, il y avait une logistique. Il y avait une logistique. Qui était organisée, la logistique était là, en l'occurrence. On savait où on pouvait se faire vacciner, il y avait des lieux. Bon, alors certes, on n'était pas sur des vaccins qui nécessitaient des super congélateurs moins 80, mais... Les infrastructures n'étaient pas les mêmes. Mais on pourrait prendre exemple sur d'autres pays qui ont organisé une vaccination beaucoup plus concrète. Mais on va en reparler des vaccins. Israël, notamment Israël. Stade Vélodrome, donc futur centre de vaccination. Jérôme, c'est un coup de cœur? Oui, alors moi, c'est très léger, mais c'est très important aussi. Il y a une maison d'édition à Toulouse qui édite en temps réel, c'est-à-dire en même temps qu'ils sortent donc en papier normal, les livres prix Goncourt, prix Renaudot de cette année pour les aveugles. Il y a 1 million de personnes qui sont malvoyantes en France, un peu plus d'1,2 million. C'est quand même bien pour elles d'avoir l'actualité de la littérature en direct. Et donc là, cette maison d'édition à Toulouse permet d'avoir le livre en braille immédiatement. Donc je trouve que c'est une super initiative et il y a très très peu effectivement de maisons d'édition qui font ça. Celle-ci travaille avec Flammarion et c'est super pour tous ceux qui ne voient pas ou qui ont des difficultés à lire. Et il y en a quand même de plus en plus puisque la population
et c'est tant mieux vieillissant en France, est atteint de problématiques oculaires. Voilà. Et il y a les livres audio aussi qui sont une. Oui, mais les livres audio, ça prend effectivement plus de temps. Absolument, et puis c'est pas la même. Il y a des questions de droit, exactement, tout à fait. La même chose non plus. Oui, c'est pas la même chose. Arnaud Benedetti, un coup de gueule. On n'avait pas eu le temps de le traiter complètement hier. Donc c'est un coup de gueule, oui. Enfin, c'est un constat un peu. Un constat un peu désappointé, c'est la nomination de Madame Buzyn à l'Organisation mondiale de la santé. Si vous voulez, ça rejoint un peu d'ailleurs les propos qu'on a tenus tout à l'heure. Bon, Madame Buzyn quand même n'a pas brillé, c'est le moins qu'on puisse dire, par sa gestion du début de l'épidémie. Je rappelle qu'elle nous disait au mois de janvier, il y a un an, que les chances pour que le virus atteigne les rivages de l'Europe étaient quasiment équivalentes à l'epsilon, que l'on mettait des affichettes dans les aéroports. Ensuite, elle a quand même déserté un poste de combat pour un combat totalement hypothétique à la mairie de Paris. Elle s'est contredite ensuite, après, avec des déclarations nous disant qu'elle avait largement anticipé et prévu et alerté le Premier ministre et le Président de la République. Et sa récompense, in fine, c'est d'être exfiltrée en Suisse, dans un poste qui est un poste à statut diplomatique, prestigieux, avec une rémunération substantielle. Vous avez peut-être la réponse. Moi, en l'occurrence, le fait que Mme Buzyn aille à l'OMS, est-ce qu'elle jouit d'une sorte de statut diplomatique qui l'empêcherait d'être exposée à des recours juridiques, comme on l'a dit? Je ne suis pas sûr, je ne crois pas, Eric. Je pense que de toute façon, les poursuites judiciaires peuvent exister nonobstant le statut diplomatique. Je ne rentrerai pas là-dedans. On a lu des choses et j'avais aucune... Non, mais ça veut dire que quand même... Il n'y a plus de responsabilité professionnelle et de responsabilité politique. Ça traduit ça. Et ce qui explique d'ailleurs le fait qu'il n'y ait plus de responsabilité professionnelle et de responsabilité... Attendez, Eric. Je termine. Le fait qu'il n'y ait plus ce sentiment de responsabilité professionnelle et de responsabilité politique explique aussi parfois la judiciarisation de la vie publique et de la vie politique. Donc je trouve ça finalement assez inadapté. Pour parler avec un euphémisme. Et le mécontentement populaire. Parce qu'on peut imaginer quand même, pour les gens qui ont des difficultés à se recaser, de voir quelqu'un comme Agnès Buzyn, qui finalement pourrait être utile aussi comme médecin, puisqu'elle est médecin. Elle est PUPH. Elle est PUPH, exactement. Partir et se faire nommer dans ce genre d'institution, c'est quand même un petit peu décalé. Je suis tout à fait d'accord avec Arnaud. Non, c'est... voilà. Alors, Antoine nous dit, Buzyn est une grande dame, elle fait partie des élites et des amis des journalistes. Moi, je n'ai pas la chance de la connaître. Donc voilà, mais en tout cas, oui, c'est vrai que cette nomination est pour le moins étonnante. Alors, Aurélien Véron, ça concerne la vaccination, votre coup de cœur? Aurélien ? On l'a perdu. Eric, il y a des réactions à votre coup de cœur pour le stade Vélodrome. Notre ami Philippe David, qu'on connaît bien sur l'antenne, dit: suite à la proposition d'Éric Revel, j'espère que les médecins seront plus précis que les attaquants de l'OM ces derniers temps. Sinon, il va falloir repiquer plusieurs fois. C'est pas la mienne, hein. C'est pas la mienne. Non, mais au but, là. Non, mais il faisait de l'ironie sur en tant que supporter du PSG. Il faisait de l'ironie sur la précision des tirs des joueurs de l'OM. Et puis on a une auditrice aussi sur Twitter qui nous dit: mais ok pour vacciner au stade Vélodrome, sauf que où sont les vaccins? Et est-ce qu'il y aura assez de vaccins? Antoine nous dit: j'ai vu mon généraliste hier à Chaville, donc dans les Hauts-de-Seine. Il me déconseille et me dit d'attendre mars-avril. Pour l'instant, il n'a aucune note de l'ARS, mais pour lui, de toute façon, il n'a aucun vaccin. C'est du vécu et du concret. Voilà. Donc, Aurélien Véron, on vous a retrouvé. Oui, désolé, ça. C'est les problèmes techniques qui. Moi, mon coup de cœur, c'est un sondage qui va compléter le propos d'Éric Revel. C'est que le fait que 51% des Français, à nouveau, donc plus de la majorité, souhaitent se faire vacciner. Et je crois que c'est à la fois le signe que c'est peut-être le seul signe positif du démarrage, je veux dire désastreux, de la campagne de vaccination, c'est que finalement les Français se disent ça ne marche pas, il y a sûrement un complot derrière, je veux me faire vacciner. Donc voilà, je crois que c'est important parce que se faire vacciner, c'est pas seulement pour soi-même qu'on se vaccine, c'est aussi pour les autres. C'est un geste altruiste pour la société.
Et comme vous le disiez, il y a urgence à reprendre une vie normale. Le vaccin est sans doute la seule solution. Donc cette opinion publique qui redevient favorable à la vaccination, c'est un bon signe. Et à Paris, nous avons le Parc des Princes qui, j'espère, sera mis à disposition par la mairie pour des campagnes de vaccination plus générales. Et le Stade de France. Mais vous, soyez ambitieux. Mais vous avez, et le Stade de France, le Parc des Princes, on a pas mal d'espaces larges. Vous qui connaissez Paris, il y a des choses qui sont en train, on a parlé de Marseille, est-ce qu'il y a des choses, pour donner un exemple concret, qui sont prévues et envisagées ? Est-ce qu'il y a une planification de quelque chose ? Le seul maire qui s'exprime en premier, c'était Geoffroy Boulard dans le 17e, qui a dit voilà, j'ai une infrastructure qui est prête s'il y a des supercongélateurs prêts et des vaccins, sachant qu'on peut utiliser qu'en quelques jours les vaccins qui sortent du congélateur. La mairie de Paris a communiqué sur le fait, dans la foulée de Geoffroy Boulard, qu'elle aussi, elle avait des envies, mais sans avoir contacté aucun maire. Donc pour l'instant, au niveau de Paris, il n'y a aucune organisation en place. Donc c'est une fois de plus, on est un peu pris au dépourvu entre un État qui se prend les pieds dans le tapis et une mairie de Paris qui n'est pas du tout adaptée et prête à ce genre d'événements de grande ampleur. Ouais. Alors, donc Aurélien, donc c'est sûr. Alors c'est vrai que notre sondage IFOP d'aujourd'hui nous dit que 51% des Français souhaitent se faire vacciner. Donc ça veut dire que il y a de plus en plus de monde. En tout cas, c'est un sondage. Assez, hein. C'est 12 points. Mais c'est 12 points de plus. C'est 12 points de plus que le mois dernier et que celui que vous venez de citer. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une progression normale peut-être. Nous sommes un peuple merveilleusement contradictoire. Quand on nous dit on va vous vacciner, ça sera une obligation. Tout le monde se plaint. Et puis quand on voit qu'il y a une pénurie, bon, je trouve que c'est assez normal, mais c'est bien, comme dit Aurélien, c'est très bien de voir que voilà. Après, il y a quand même un flou absolu, total. Alors, je pense que ça n'a pas été énoncé, cette politique vaccinale. On nous dit il faut d'abord que les seniors soient, et d'ailleurs dans les EHPAD, soient vaccinés. Mais où en est-on finalement ? Quel est la jauge aujourd'hui ? Quelle est la suite après ? Qui va participer ? Est-ce qu'il y aura les médecins, les pharmaciens, les infirmiers ? Bon, c'est vrai que tout ça, alors ça va être précisé peut-être ce soir, on l'espère. Mais là, c'est le grand flou. Et visiblement, McKinsey n'a pas permis, le cabinet qui aide le gouvernement n'a pas permis de je crois qu'ils ont été contactés un peu en urgence, d'où une facture. Les commandes, on ne sait pas. Qu'est-ce que le gouvernement a commandé ? Quels sont les vaccins qui ont été commandés ? Et quand vont-ils être livrés ? Déjà, on a une incertitude, parce que les chiffres... McKinsey, ça fait quand même plus de 10 jours, plus de 15 jours qu'il travaille pour le... Oui, 15 jours, oui, mais enfin, je vous rappelle quand même que la pandémie, elle ne date pas de... certes, non, mais pour la réponse logistique, on peut supposer qu'entre le mais c'est un aveu d'impuissance majeure, McKinsey et les 3 autres cabinets, il y a 4 cabinets qui sont convoqués. C'est quand même le signal que Emmanuel Macron s'est tellement énervé devant l'incapacité de nos milliers ou dizaines de milliers de fonctionnaires de la santé. On a les ARS, on a la Haute Autorité de la Santé, on les a énumérés hier. Et que finalement, il se rend compte que ceux qui sont des professionnels de ces aspects-là, parce qu'on a 3 aspects, on a les commandes de vaccins, quelles sont les priorités et comment on gère la logistique. Il y a des cabinets qui sont spécialisés, qui font ça dans le monde entier, qui parlent à d'autres gouvernements, qui savent comment ça se passe. Et non mais Aurélien, alors là, je crois que je suis absolument pas d'accord avec vous. Nous avons en France, dans des services publics ou déconcentrés, on a par exemple les grossiers répartiteurs, ce sont les grandes entreprises, Allianz, Serpro, etc., qui achètent les OCP, qui achètent les médicaments en gros. Ils savent très très bien faire ça. C'est des négociateurs d'achat de médicaments et de vaccins en gros. Pourquoi ne les a-t-on pas sollicités ? Deuxièmement, on a... acheter des vaccins, c'est pas vacciner les gens, hein. Il y a toute une chaîne. Non, mais je vous dis sur les achats, premièrement. Sur la connaissance du potentiel vaccinal, je suis désolé, c'est le ministère de la Santé, c'est les ARS. Il ne sait pas faire. Vous constatez qu'il ne sait pas faire. Pas plus que les masques. Il y a 11 ans, enfin il y a 10 ans, avec H1N1, on a quand même su trouver les personnes. Donc il y a un problème. Et c'est pas des entreprises extérieures, privées, extérieures à l'État, qui vont devoir prendre connaissance de ces données et qui vont les traiter. Enfin, on marche la tête. Ils font ça dans le monde entier. Beaucoup de gouvernements font appel à eux. C'est un de leurs secteurs d'ailleurs de prédilection. Il y a Accenture, il y a Citywell et il y a GLL qui sont également. Pour le coup, c'est la défaite de la technocratie française. On l'a dit, on l'a évoqué hier. 2 réactions. Les régions se réveillent, Eric. Grâce à vous, le président de l'USAP, l'équipe incontournable, l'institution de Perpignan, a lui aussi proposé le stade Aimé Gérald pour la vaccination. Bravo. Voilà. On va faire un match Perpignan contre l'OM. Voilà. Avec et plaisir. Puis notre auditeur nous dit Buzyn, ça c'est pour vous Arnaud Benedetti, Buzyn ne fait plus de médecine depuis des années, il vaut mieux qu'elle soit à l'ONU qu'à l'hôpital. Ah d'accord. Voilà. C'est une façon de voir les choses. À votre auditrice, la liberté de ses propos. C'est un auditeur qui, je crois, est médecin. On se retrouve dans un tout petit instant et on va parler de l'organisation de cette, encore une fois, de cette vaccination et puis de la conférence de presse de Jean Castex. Que peut-il bien annoncer ?
C'est ce soir, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à midi. Nous parlons de l'organisation de la non-organisation de la vaccination, de cette question où sont les doses, question qui a été posée entre autres par Xavier Bertrand. Antoine nous dit, moi quand je suis sondé, je dis n'importe quoi comme pour les questionnaires sur Internet ou sur Facebook. Sauf que, cher Antoine, les sondeurs sont aussi malins que vous et que dans leur panel, ils savent à peu près pondérer les gens qui répondent n'importe quoi aussi. Donc visiblement quand même, peut-être que les Français vont peut-être de plus en plus avoir envie de se faire vacciner. Ce soir, donc, on sait que le Premier ministre doit intervenir pour dire quoi, pour quoi faire. Oui, on n'est pas Madame Irma. Mais non, on n'est pas Madame Irma, comme vous le dites fort justement. En tout cas, il est attendu sur la question de la logistique aussi. On a vu que le démarrage de cette campagne vaccinale est pour le moins poussif, donc des questions inévitables se posent sur les infrastructures, sur l'organisation de la vaccination, sur le nombre de doses. Sont-elles aujourd'hui suffisantes? Est-ce que les chiffres annoncés depuis plusieurs jours correspondent à la réalité? Il y a ça. Et puis, bien évidemment, ensuite, il y aura les paramètres qui sont liés à la circulation du virus. Est-ce qu'il va nous annoncer des mesures supplémentaires en termes de contraintes, de couvre-feu, voire de reconfinement partiel? C'est à toutes ces questions qu'il doit répondre. Le problème, c'est que je suis pas du tout. La question qui, à mon avis, est essentielle, c'est de savoir si aujourd'hui la parole publique, là aussi, est audible par la plupart de nos concitoyens, parce que finalement, on voit bien que les changements de stratégie de communication traduisent une espèce d'absence de maîtrise de la situation. Enfin, moi, il y a quand même une semaine ou 10 jours, Monsieur Véran nous disait qu'il assumait totalement la stratégie de la lenteur, justement pour vaincre la défiance de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Et en 24 heures ou 48 heures, on a changé du tout au tout de discours. Mais je pense que le président de la République assumait aussi cette stratégie. Sauf que le off qui est paru dans le journal du dimanche est un off très fabriqué, en l'occurrence, où il s'agit de montrer que le président de la République, lui, a pris conscience, contrairement à son ministre et à son administration, de la difficulté liée à la lenteur de la campagne de vaccination. Cette conférence de presse 18h, mine de rien, dans la situation actuelle, elle n'est pas anodine. C'est-à-dire que si Jean Castex prend la parole et n'annonce rien de nouveau, si en fait il est juste dans l'explication de texte de ce qui a été fait en expliquant que ça a été bien fait, je pense qu'il va y avoir non seulement des déceptions, mais aussi, comme le disait Arnaud, une décrédibilisation de la parole publique. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des réponses à avoir sur la posture qu'ils ont. Cesser de dire on est prêt. Il y a eu je ne sais pas si vous avez vu, mais un internaute a mis bout à bout les déclarations des ministres et du président de la République sur on est prêt. C'est dramatique. Depuis le début, on explique qu'on est prêt. C'est faux, on n'est pas prêt. C'est une épidémie qui n'a jamais été vue. Les gouvernements sont complètement débordés. Le fait que la Grande-Bretagne aujourd'hui refasse un confinement, c'est la preuve que les choses ne sont pas simples. Et dire qu'ils savent tout, ils ont tout prévu, c'est faux. Donc si on a ça, il faut avoir une explication assez claire. Il faut présenter un plan nouveau. Il faut nous expliquer pourquoi aujourd'hui ils ont été aussi lentement. S'il n'y a pas assez de vaccins, si on n'a pas assez de vaccins, il faut le dire. Je veux dire, ça se saura. Donc ça ne sert à rien de le cacher. Et puis peut-être aussi expliquer que tout n'est pas prévu. Il y a un variant sud-africain qui est sorti. Il y a le variant anglais. Est-ce que ce vaccin protège ? Moi, je pense qu'il faudrait qu'il soit prudent sur ça et surtout un peu de transparence. Mais si c'est qu'une explication de texte ce soir, c'est pas la peine de parler. Eric Revel. Alors moi, je vais être Monsieur Irma. Je vais vous dire ce que Jean Castex va annoncer. Il va nous soulager en disant il n'y a pas de confinement général. Alors en fait, c'est pour l'instant, parce qu'on sait qu'on l'aura sans doute fin janvier. Pour le reste, il ne va rien rouvrir, bien sûr, ni les théâtres, ni les restaurants, ni les stations de ski. Et alors, je vais vous dire, c'est un truc énorme dans la région où je me trouve, parce que on leur avait dit aux patrons de stations de ski, c'est quand même de l'économie, c'est quand même des emplois, c'est quand même bon. On leur avait dit, le 7 janvier, c'est possible que vous rouvriez. En fait, on leur a rien dit depuis. Donc, en fait, ils se sont préparés pour ouvrir. Moi, les gens on a interrogé, ils se sont préparés, ils ont pris des CDD, ils ont amené les pistes, ils ont ouvert un certain nombre de choses. Et sans doute que ce soir, c'est-à-dire le 7, le jour en question, on va leur dire non, finalement, vous rouvrez pas. Enfin,
Une station de ski, si vous voulez, c'est pas une porte qu'on ouvre et qu'on ferme comme ça. Tous les patrons qui bossent dans les entreprises le savent. Et donc, ils vont sans doute apprendre ce soir, par Jean Castex, que finalement, là où devait rouvrir, et ils s'y étaient préparés, en fait, ils ne vont pas rouvrir. Ouais. Et ça, c'est quand même aussi, pardon, mais un manque d'organisation absolument incroyable. Alors après, c'est d'autant plus gênant pour Jean Castex, qu'il est lui-même élu d'un département de station de ski. C'est vrai, les Pyrénées-Orientales. Oui, non, il fallait leur dire, mais peut-être je pense qu'ils naviguent à vue aussi. C'est le Aurélien Véron. Vous aussi, vous êtes Madame Irma ? Non, je vais être un peu dans l'exigence. Alors, je vais commencer en me faisant un peu l'avocat d'Emmanuel Macron. Oui. Les Pays-Bas ont eu leur première Morissette hier ou avant-hier, et c'est un scandale d'État parce qu'ils ont une administration qui est plutôt efficace, performante, et malheureusement, eux aussi ont connu un démarrage très très lent qui pose un vrai problème politique au gouvernement. Est-ce qu'on peut comparer la France aux Pays-Bas? Les chiffres qui arrivent de Bruxelles ce matin ne sont pas très brillants pour nous. On est à 5 000 vaccinés, 0,01% de la population par rapport à l'Espagne qui est comparable à la France, 139 000. Ou l'Italie, effectivement. C'est ultra poussif. Ce que j'attendrais ce soir, c'est une vraie transparence dans ce que fait le gouvernement sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est quelles sont les commandes. Frédérique Vidal, ce week-end, a fait une interview où elle a tenu des propos assez ambigus qu'elle a rectifié par la suite sur le fait que la France avait retardé les commandes de vaccins pour laisser une place à Sanofi qui est prévue pas avant la fin 2021, voire 2022. Quelles sont les commandes? Quand? De quel vaccin? Sachant qu'il faut 2 doses par personne, donc il faut 2 fois plus de vaccins que de personnes qui vont se faire vacciner. Deuxième question, les prioritaires. Bon, on a entendu les EHPAD, d'accord, mais le but c'est que le pays reprenne vie. Quelles sont, dans l'ordre des priorités, les personnes qui vont se faire vacciner dans l'urgence des premiers mois pour que rapidement le pays reprenne une activité le plus normale possible? Troisième question, la logistique. Puisque le gouvernement a embauché 4 cabinets, et moi j'admets que la bureaucratie de la santé s'est effondrée depuis les masques avec les tests et jusqu'à aujourd'hui avec les vaccins, quelles sont les premières lignes qui se dégagent des recommandations de ces cabinets? Si on n'a pas cette transparence-là, dans un contexte de liberté éteinte, en tant que citoyen, après 1 an de liberté, à juste titre, je ne prétends pas qu'il ne fallait pas supprimer ces libertés, mais il y a un moment où le gouvernement a un devoir de transparence sur ce qu'il fait, et si on n'a pas des informations sur ces 3 niveaux, je crains malheureusement que les Français soient plus fâchés. On sait qu'on manque cruellement de vaccins. Juste un chiffre sur le Moderna, parce que hier, l'autorité européenne du médicament a donné son feu vert. On sait que la Commission, on a précommandé 80 millions. 80 millions supplémentaires, ça fait 160 millions. Le tout au prorata des populations dans les différents pays. Ça veut dire que la France aurait, une fois que ces 160 millions auront été précommandés et commandés, aurait 24 millions de doses. 24 millions. Vous voyez, c'est un appui sur le Pfizer, mais sans doute pas non plus suffisant, puisque le Pfizer, on sait qu'on n'en a déjà pas suffisamment. Et qu'ils ne peuvent pas produire. Ces chiffres, c'est important. Absolument, et aussi dire qu'on a misé sur le vaccin Sanofi et qu'on s'est planté. Enfin, ça fait partie des raisons Oui, mais le problème, c'est que, si vous voulez, il y a une espèce ne préjugeons pas. Il y a une espèce de culture de l'infaillibilité au niveau autant de l'auto-administration que du politique, qui, à mon avis, nuit à la communication de l'exécutif depuis le début de cette crise. Vous constaterez que depuis le mois de mars, l'exécutif n'a quasiment jamais reconnu ses erreurs. Et c'est une faute, à mon avis, en termes de communication, qui est une faute capitale, parce que depuis, il n'est plus cru. Quoi qu'il dise, même s'il dit la vérité, il n'est plus cru. Mais allez plus loin. Et même le président. Et le président. Regardez pas tous en même temps. Paris Match. Regardez cette une de Paris Match, puisqu'on parle de Jean Castex. On a le pays qui souffre économiquement, socialement, qui est angoissé par la pandémie, et on a un Premier ministre qui se balade bras dessous avec son épouse et son chien devant pour montrer que tout va bien. Mais enfin, on est où? Non, gros problème de communication. Juste, beaucoup d'entre vous sont anti-vaccins, en particulier Mickaël qui dit, votre intervenant dit, est-ce que ce vaccin immunise? Vous n'en savez rien, vous appelez ça un vaccin. Beaucoup nous disent, c'est pas un vaccin. Ce qu'on sait, parce qu'il y a quand même eu des dizaines, des centaines de millions de personnes vaccinées dans le monde, c'est qu'il n'y a pas eu de réaction grave. Et en tout cas, s'il n'immunise pas, s'il n'empêche pas la contamination, il protège, et ça c'est avéré, des complications graves. Et pour avoir entendu des gens qui ont eu le Covid, certes on n'en meurt pas, mais on garde des séquelles et on peut rester en réanimation plusieurs jours, ou même sans aller jusqu'en réanimation, avoir des choses très dures. Donc au moins, si ce vaccin permet d'éviter des formes graves, c'est quelque chose d'assez important, et
de dire qu'encore une fois, s'il y avait eu des morts, s'il y avait eu des choses comme ça, on évoquait tout à l'heure avec le docteur Alouche le poids du mental, c'est-à-dire que dans les placebos qui ont été testés, il y a des gens qui ont fait des réactions, des réactions très fortes alors qu'il n'y avait rien dans le vaccin. Donc ça m'énerve de voir. Mais Valérie, moi, dès que je pourrais, je me ferais vacciner. Mais attendez quand même, une chose. Là, on parle des effets collatéraux à très très court terme. Pour l'instant, on sait qu'il y a forcément tout le temps un risque avec un vaccin ou avec un produit quel qu'il soit, avec un médicament. On n'a pas suffisamment de recul à 1 an, 2 ans, 3 ans. Oui, mais il ne faut pas se faire vacciner. C'est tout à fait exact. Voilà, moi je me ferais vacciner dès que je pourrais. C'est tout à fait exact. Cela étant, il y a un grand intérêt quand même pour les laboratoires à avoir pris conscience de ce risque, parce qu'ils sont responsables. Ça, Agnès Pannier-Runacher l'a bien dit. S'il y a des problèmes, de toute façon, ils seront tenus pour responsables, y compris judiciairement parlant. Moi, il y a une chose aussi que je voulais rajouter sur la prestation de Castex. Je trouve que elle serait utile quand même, parce qu'on commence à pointer, on voit des régions qui commencent à dire on va s'emparer du problème, on va apporter notre propre solution, et moi je trouve ça dommage, voire grave, parce que s'il y a quelque chose en France dont on peut se féliciter, c'est le côté unitaire du pays, et voir des régions qui, comme on l'a vu avec les masques, commenceraient à dire on va vous vacciner avant les autres. Oui, mais ça se comprend quand l'État est défaillant. Oui, mais enfin il y a les régionales qui approchent. Donc je pense aussi qu'il faut qu'ils prennent elles étaient lointaines au mois de mars dernier aussi. Donc on a vu les régions se bouger. On a vu le comble de voir par contre l'État venir récupérer sur les tarmacs les masques que les régions avaient commandés. Donc là, j'espère aussi qu'il donnera quand même une réponse qui évitera ce genre de course à l'échalote dans les régions. En termes de com, est-ce que de se faire vacciner, certains demandent que le gouvernement se fasse vacciner, ça a une vertu pédagogique, incitative. Si vous voulez, à mon avis, le problème c'est qu'en France, on n'aime pas les privilégiés. Et donc, ils ont la crainte qu'on les considère comme des privilégiés s'ils se font vacciner pour montrer l'exemple. Mais je rappelle qu'au Royaume-Uni, la reine d'Angleterre, qui a 91 ans ou 92 ans, elle-même s'est faite vacciner pour montrer l'exemple. Donc je pense que ceux qui devraient, en tout cas, parmi les populations prioritaires, se faire vacciner parmi les ministres, devraient le faire, en l'occurrence. Absolument. Maintenant, la question est tranchée en termes de com, il faut le faire. Merci à tous les 4. C'était une émission riche, en tout cas, et intéressante, j'espère. Très bonne journée sur Sud Radio.